Bonsoir et bienvenue à Nulle part ailleurs, avec ce soir à 5 jours de son truc en plume au Casino de Paris, le chanteur énervant Renaud. Je sais que ça aussi ça t'énerve, mais... Non, ça ne m'énerve pas, bon. Je ne me suis pas encore habitué. Ça, ouais, bah, il faut aussi... toujours autant et ça me... Il faut y faire. Tu es resté combien de temps au casino? On a déjà booké 3 semaines, on a jusqu'à fin juin, donc on espère faire 7 semaines. Oui. Ça veut dire qu'il faut t'habituer aux applaudissements quand même, parce qu'en général, ils vont applaudir tous les soirs, en principe. En principe. Ou alors ils vont te siffler, mais ça sera pas plus agréable. Qu'est-ce que t'as fait pendant 3 ans et demi? 3 ans et demi. Le Zénith, c'était quand? Mais c'était il y a 3 ans et demi. Ah, ça tient. Oui, j'ai fait... je suis venu vous voir déjà, je suis venu vous voir pendant le Zénith, je suis venu vous voir après quand j'avais sorti un live du spectacle du Zénith. J'ai fait des chansons, j'ai regardé grandir ma fille, j'ai un peu voyagé, je suis parti au soleil dans le sud de la France. T'as trouvé des truffes? J'ai cherché des truffes, ouais. T'en as trouvé? Bah ouais, bien sûr. Ah bon? Ah bah bien sûr. Là où j'habite, j'ai planté des chênes truffiers qui donneront plus tard, au bout de 15 ans, quoi. Mais j'avais déjà des chênes qui étaient là depuis 20-25 ans, qui donnent régulièrement chaque année. Alors, entre celles qu'on trouve pas, celles que les braconniers, enfin, les professionnels de la région viennent me piquer, ça, il en reste toujours quelques-unes pour mon petit nez. De cochon. De cochon. De cochon truffier. Je les trouve sans chien, sans mouche. Parce que je sais plus ou moins chaque année où elles poussent, alors je gratte toujours un peu. Et puis ces 3 ans et demi, ça t'a servi à te décider enfin, et retour aux sources, parce que tu avais commencé comme comédien. Et là, t'as accepté de faire du cinéma. Ben, il a insisté. Hein. Il s'est Berry. Ouais. 2 ans, il a insisté. Germinal, Lantier, le rôle majeur, le principal rôle. On parlera de tout ça? On parlera de tout ça. Du casino, de l'album qui marche superbement bien, du cinéma. C'est Renaud qui est là ce soir. Un petit coup d'œil rapide sur la suite. Avec un écrivain à 8h05 que nous avions déjà reçu à Nulle part ailleurs, puisque Christian Laborde, auteur d'un coup de gueule pour défendre les Pyrénées, je crois que ça t'allait tout à fait. 1 coup de gueule, 2 pour une action écolo. Ouais, et pour les ours. Et pour les ours. Et pour son grand talent d'écrivain. 3 raisons, on voit ça tout à l'heure. Avec Bonaldi, une pub que vous n'avez pas encore vue, et comme toujours avec Bonaldi d'ailleurs, après Les Envahisseurs, c'est Mission Impossible qui fait la pub d'Itachi, ce sera à 8h15, la découverte. Ensuite, il y aura Carl Zero, il y aura Alexandra, puis la mobilisation générale pour parler du football, bien entendu. Tous les spécialistes au rendez-vous des Guignols. Ça vous fait rire, je m'en doute bien, mais il fallait bien des spécialistes. Au-delà de la tragédie, au-delà de l'horreur, il y a quand même sûrement pas mal de choses à dire, et c'est pas Renaud qui me démentira. Donc, tout ça, c'est au menu de Nulle part ailleurs, mais on va commencer comme tous les soirs par Antoine. Mon cher Renaud, j'imagine que les considérations sur votre nouvelle coiffure doivent avoir le don de vous hérisser, de vous faire dresser les cheveux sur la tête. Pourtant, je ne vous cacherai pas qu'à Nulle part ailleurs, votre nouvelle coupe nous a pris de court, car il faut bien reconnaître que nous ne nous attendions pas de votre part à une remise en cause aussi radicale de ce look capillaire rebelle à la tonte, mais pas à la teinte, comme le font remarquer perfinement certains esprits persifleurs, de ce look capillaire, disais-je, auquel vous nous aviez habitués depuis plus d'une décennie. Après avoir tout d'abord cru à un gag, force fut donc de nous rendre à l'évidence. On nous aurait appris que Dick Rivers avait renoncé à sa légendaire et synthétique banane, que Jean Ferrat s'était fait raser la moustache qu'il a sous le nez, et Linda de Souza celle qu'elle porte sous les bras. La nouvelle n'aurait pas été plus stupéfiante que celle de votre ratiboisage. Quand je disais que votre coupe nous a pris de court, je veux surtout parler de Philippe, à qui le spectacle inattendu de vos cheveux courts l'a littéralement coupé, puisque tous les efforts qu'il avait déployés pour saluer comme il se doit votre retour ont été soudain réduits à néant. Je pense en particulier à ces longues heures passées chez son capilliculteur visagiste qui avait réussi à lui modeler la chetron sauvage que vous lui voyez sur cette photo et à laquelle il a dû renoncer en catastrophe ce matin même. La surprise passée, je vous avoue que se fit jour une vive inquiétude ainsi formulée. Et si, tel Samson tondu jadis sur ordre de Dalila, je précise que je ne parle ici ni de Véronique Sanson ni de l'inoubliable interprète de Bambino. Et si, me dis-je donc, tel Samson, Renaud lui aussi, en se faisant couper les cheveux, avait perdu cette pugnacité qui faisait précisément le charme gouailleur de ses chansons. Heureusement, votre dernier album devrait rassurer vos fans, puisqu'avec Marchand de Cailloux, vous lancez à nouveau quelques vigoureux pavés dans la mare de vos inimitiés, lapidant tour à tour la corrida, le Paris-Dakar, la guerre du Golfe, Guy Bedos, les élus, les médias, les dimanches, les gauchos devenus des patrons bien gros, le tabac sud-africain, les démons de pneus, les curés, les militaires, rock voisine, allant même, après avoir été tant tenté par
par Tonton, dont vous passâtes un temps pour le chantre patenté, jusqu'à renauder contre le président en entonnant une chanson qui en étonne plus d'un par son ton à un tantinet anti-Conton. Quant à ceux qui se réjouissaient, n'entendant plus parler de vous depuis quelques mois, que ce soit mise en quarantaine que vous faites assier la vôtre, je parle ici de vos 40 ans, autant dire à tout cela que vous voilà repartis comme en 40 et que c'est d'une Santiago bien ferme que vous vous apprêtez à monter sur la scène du Casino de Paris où, coïncidence troublante, il y a exactement 2 fois 40 ans, Philippe s'en souvient, il y était un autre modèle de Renault, je parle ici de Lynn, dû se résigner à faire ses adieux, tant son kilométrage impressionnant et l'état inquiétant de sa culasse excluait qu'on lui laissât reprendre la route. Et comme c'est en ce haut lieu du music-hall où votre homonyme et tant d'autres, dont Pascal Sevran, se produisirent pour la plus grande gloire de la vraie chanson française en s'emplumant l'arrière-train, comme c'est sur la scène, disais-je, du Casino de Paris que vous vous apprêtez à fêter votre anniversaire, le soir même de la première, le 11 mai exactement, j'ai pensé opportun en avant-première de vous faire un cadeau de circonstance. Raoul ? Renaud. Je t'expliquerai. Non, je t'expliquerai. Mais on a trouvé que les plumes allaient tout à fait bien avec tes cheveux. Oui, la couleur, vous voulez dire? La couleur, oui. Merci à Raoul. On les laisse ça tous va les deux. gueuler à la maison. Hein. On les laisse tous les deux. Bravo. Ça commence à évoluer. Ça va gueuler à la maison. Mais non. Bon, elle est engagée pour le casino. Dans un instant, en direct. Vous pouvez rester, Raoul. Oui, vous pouvez rester. Raoul. Les joueurs bastiais et marseillais s'échauffaient pour leur demi-finale de Coupe de France et soudain, ils ont entendu la tribune s'écrouler. Écoutez. Voilà, c'est ce bruit sourd que vous venez d'entendre. Immédiatement, le triste ballet des civières a commencé sur la pelouse de Furiani. Les services de secours civils et militaires ont tout de suite été mobilisés en Corse et sur le continent pour évacuer les blessés vers les hôpitaux de la région. Patricia Hervé. Dispositif de secours sans précédent quelques minutes seulement après le drame. La mobilisation est générale, des médecins arrivent de toute la région, une quinzaine d'hélicoptères et d'avions sanitaires se relaient afin d'évacuer les blessés les plus graves. Les autres, d'abord pris en charge sur la pelouse, seront ensuite rapidement emmenés à l'aéroport de Bastia, transformé en un gigantesque hôpital de fortune. Coordination, sang-froid, les médecins fournissent les premiers soins. On trouve énormément de traumatisme de la colonne vertébrale avec certains malades donc, qui ont des troubles neurologiques importants. D'autres qui n'ont pas de troubles neurologiques, beaucoup de fractures des membres inférieurs, fémur, chevilles, etc. Un véritable pont aérien s'établit alors entre la Corse et les villes de Marseille et Nice. Leurs hôpitaux verront arriver des blessés jusqu'en milieu de journée, des blessés toujours sous le choc. D'un seul coup, on s'est senti happé vers le sol. Là, je suis tombé inconscient durant, je sais pas, 15 secondes, 30 secondes. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé par terre, j'avais des douleurs insoutenables aux jambes. Et en fait, apparemment, j'ai des fractures à la jambe, à l'épaule et peut-être même au coccyx. Air Inter a mis en place aujourd'hui des vols supplémentaires entre Bastia et les continents pour transporter les familles des blessés. Mais d'ores et déjà, le gouvernement a décidé la création d'un fonds spécial d'aide aux victimes et à leurs familles. Frédéric Bredin, ministre des Sports, a même précisé que le versement d'indemnisation se ferait très rapidement. On ne peut tolérer le moindre retard en la matière, a-t-elle enfin déclaré. Les employés de Sud Tribune, une entreprise spécialisée qui avait déjà monté des structures semblables à Albertville. Pour le président de la société, ce drame est incompréhensible, ces tribunes étaient fiables. Elles sont en effet soumises à un cahier des charges très strict. Ainsi, hier matin au stade de Furiani, 3 visites de contrôle ont vérifié les tribunes. Mais la Socotec, la société de contrôle technique agréée par l'État, affirme ce matin qu'elle n'a été commissionnée que pour un avis sur le sol d'assises et non pas pour la construction et le montage de la tribune elle-même.
De nombreuses questions restent en suspens quelques minutes avant le drame. Alors que 10 000 supporters sont entassés sur la tribune, les services de sécurité constatent des anomalies. Des pièces métalliques menacent de lâcher sous l'effet de la foule excitée. Mais à 10 minutes du match, personne ne prend la décision de faire évacuer la tribune. Dès l'arrivée sur le stade, il y avait un danger. Dès l'arrivée, ça a commencé à bouger. Nous, on s'appuyait, on était donc les derniers. Hein, on s'appuyait sur la barrière. Avi m'a dit, regarde, on ne tenait pas, quoi. Tu vois, donc c'était vraiment de la folie. Hein. Mais moi, ce que je tiens vraiment à dire, c'est qu'à 7h moins le quart, je suis descendu prendre des boissons et il y avait des gens qui étaient perchés sur les structures, en dessous, en train d'essayer de resserrer des trucs, et parce qu'on tapait beaucoup des pieds, certainement, sur les tribunes. J'ai trop la haine, quoi, pour regarder ça, parce que c'est la folie. Je comprends pas, ils ont vu que ça bougeait à 7h moins le quart et ils ont pas su nous dire, bon, il y a un problème, quoi. Une structure qui aurait été montée à la va-vite. Selon certains témoins, les cales de bois qui maintiennent les tribunes n'auraient pas été fixées au sol comme elles doivent l'être. Elles auraient glissé sous la pression de la foule. Sachez en tout cas que la Fédération internationale de football va interdire très rapidement ce genre de tribune dans les stades. Le président Mitterrand s'est rendu aujourd'hui sur les lieux du drame. Il a remercié les sauveteurs de Furiani et il a parlé d'événements terribles qui endeuillent tout le pays. En ce qui concerne la Coupe de France elle-même, on ne sait pas si elle va être poursuivie ou non. Décision normalement demain, vient-on d'annoncer au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le président de la Fédération française de football rencontre en ce moment le ministre des Sports, Frédéric Bredin. C'est donc dans ce terrible contexte que Monaco dispute ce soir à Lisbonne sa finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe face au Werder d'origine allemande avec 90 ans et elle est morte cet après-midi à 15h à son domicile parisien de l'avenue Montaigne. Portrait de ce monstre sacré du cinéma hollywoodien signé Anne Hirsch. Ça va venir. La rencontre déterminante de sa vie, Joseph von Sternberg. Après des débuts timides au cinéma et au théâtre, ce réalisateur baroque la transforme en Lola dans l'Ange bleu. Haute forme, talons aiguilles et jartelles, Marlène Dietrich entre vivante dans la mythologie hollywoodienne. La Paramount la prend sous contrat comme rivale de Greta Garbo. À Hollywood, le couple Dietrich-Sternberg tourne 6 films, dont Morocco, Shanghai Express ou encore L'Impératrice Rouge. Après l'échec de La Femme et le Pantin, le couple se sépare. Marlène Dietrich continue à tourner avec Lubitsch ou encore avec René Clair. Anti-nazie, elle refuse de rentrer en Allemagne pendant la guerre et se fait naturaliser américaine en 1939. Elle chante Lily Marlène sur le front pour les troupes américaines. Elle tournera encore plusieurs films après la guerre, avec Orson Welles par exemple aux États-Unis. En France, Martin Roumaniac. Elle se lie alors avec Jean Gabin. Et puis en 1976, l'actrice, la chanteuse, quitte la scène pour ne pratiquement plus sortir de son appartement parisien. La mort de Marlène Dietrich qui endeuille le Festival de Cannes. Les responsables du festival avaient choisi sa photo pour figurer sur leur affiche cette année. Voilà, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Les autres nouvelles du cinéma, parce qu'il y en a d'autres, ce sera dans le journal du cinéma avec Michel Denisot, juste après cette émission. Pas grand-chose à ajouter. C'est pas gai. Hein. C'est pas gai ce soir, non. C'est tout. Heureusement. La météo tout de suite, et puis Renaud ensuite, mais on reparlera de politique aussi. Les températures au-dessus des normes saisonnières. Elles sont de 15 à 24. À 24 à Montpellier, voilà. Marseille, et puis 20 à Paname. Voilà. Il y a un proverbe dans le Midi qui parle du temps perd son temps. Ah oui, d'accord. Enfin, nous, on perd pas le nôtre. Mais non, on perd pas le nôtre, vraiment. Et en plus, toi, tu avais Agnès à l'image pendant toutes les. Ouais, mais ça va gueuler à la maison, fais gaffe. Non. Vous réglez vos affaires de famille ensuite. D'accord. Après l'émission. Le zapping après la pub. C'est fini? Oui, ben oui, évidemment, tu l'as. I turned to him. He said, "How come we gotta do this?" I told him, "Is making you a multi-millionaire prepossessing enough reason?" And he looks at me like, "What's prepossessing?" Stéphane, le 3 octobre 1990, c'était le jour de la réunification allemande. Quelle a été ta réaction en apprenant cette nouvelle? Ben écoute, je l'ai pas apprise. Parce que j'ai pas écouté, j'étais pas au courant. Le journal du World, c'est sur Canal+. Ça, c'est du docu-culturel où je ne connais pas. Il y a quand
même pas que les tragédies à la télé, comme le disait ce monsieur de la Salle. Tu regardes toujours beaucoup la télé? Raisonnablement. Oui, c'est-à-dire que tu préfères lire? Ah bah oui, de toute façon. Oui. Non mais je regarde, je zappe quoi, beaucoup. Oui. Mais quand tu dis que tu préfères lire, tu es capable de t'imposer de lire tous les jours? De la nuit surtout. La nuit? Oui, après la télé. Oui. Tu peins aussi? Jusqu'à des heures indues. Je peins, je sculpte, je fais du modelage, de la poterie, tout ça. Pourquoi ça, c'est mon jardin secret. Tu as besoin de ça pour pouvoir... Non, parce que je fais le complexe du type qui travaille plus avec sa tête et que je travaille avec mes mains, quoi. Oui. Bah, et quand j'étais petit, j'aimais bien ça, puis maintenant, je m'y suis remis, quoi. Qu'est-ce que tu... en dehors de la coiffure, est-ce que tu as vraiment changé en 3 ans et demi? Pas fondamentalement, je pense pas, non. Pourquoi tu as changé la coiffure alors? Peut-être quelques rides. Oui, non, mais pourquoi tu as changé la coiffure? C'était pas pour un matin, je me suis regardé dans la glace avec ma tignasse. Mais c'est pas pour dire c'est un autre Renault, c'est un nouveau Renault. Ah non, pas du tout, non. En tout cas, entre marchand de cailloux et putain de camion, c'est vrai que c'est toujours la même pugnacité, la même envie de gueuler. Bah ouais, toujours. Et pas seulement de gueuler, aussi de... Bah, écoute... L'album que j'ai eu l'occasion d'entendre quelques fois quand même dans son entier depuis... Il est sorti quand, en novembre, non? Début novembre. Début novembre. C'est quand même que des coups de gueule. Oui, il y a quelques chansons d'amour. Dans ton sac. Oui. Les dimanches à la con, sur la nostalgie de l'enfance. À qui tu l'as dédié cet album? Eh ben, mes gonzesses, comme toujours, comme tous mes albums. Dominique et Lolita. Ou aux enfants de Palestine, c'est comme on veut. Oui, de Belfast, à tous les petits enfants qui jettent des cailloux aux soldats un peu partout sur la planète, quoi. Le point commun, au fond, c'est les enfants. Bah, c'est... Qu'ils soient malheureux ou au contraire qu'ils soient heureux. Ouais, moi, j'ai toujours ce côté un peu fatigant pour les gens de toujours défendre les victimes, les opprimés et tout. Alors, tantôt, c'est les humains, tantôt, c'est les arbres, tantôt, c'est... les animaux, mais ce qui me frappe le plus, ce qui me touche le plus, c'est la souffrance des enfants, bien évidemment, parce qu'ils sont toujours innocents, quoi. Ça te fait plaisir, au fond, le succès de l'album? C'est plus de 300 000 vendus. Ça veut dire que les gens marchent toujours, c'est qu'ils te suivent toujours, ils ont toujours besoin d'entendre ces messages. Il y en a qui marchent, tant mieux. Je parle pas des ventes, je parle du fait qu'il y ait autant de gens qui achètent, c'est qu'ils ont autant envie que toi d'entendre ce message. J'espère, oui. Je sais pas si c'est beaucoup, si c'est peu, on est quand même 60 millions, 300 000, c'est... Par rapport... Pour un album, c'est bien. Hein? Ah bon? Oui, c'est bien. Et au Casino, il y aura quoi? Un mélange, beaucoup des nouvelles? Quelques nouvelles, quelques anciennes et quelques récentes. Et la plus ancienne que tu chantes, c'est quoi? La plus ancienne que tu vas chanter? Ça doit être la chanson du Loupard ou la bande à Lucien qui était sur le deuxième album. C'est-à-dire presque 76? 77. 77, parce que c'est déjà un vieux chanteur, Renaud, même s'il n'a pas encore 40 ans. Ça fait, je sais plus, 17 ans que je... 17 ans, oui. Marchand de cailloux. Carl Zéro, et puis j'ai 2 ou 3 questions encore à poser. Carl. Le massacre des Kurdes devrait inquiéter la communauté européenne. Gros consommateurs d'aide humanitaire, les Kurdes sont malheureusement de moins en moins nombreux. Bientôt, l'Europe aura un débouché de moins pour ses excédents céréaliers. Voici une famille comme nous en connaissons tous. Chaque soir, le père rentre du travail. Après les courses, la mère doit surveiller le dîner. Des gens bien ordinaires. Leur seul luxe, manger. Ils voulaient quelque chose de bourratif, n'importe quoi. Mais, grâce à l'intervention d'amis occidentaux, de bien braves gens, comme nous, ils reçurent du mille. Car, comme on dit chez nous... Faudrait pas confondre Wagner et Frida Papa. Mille. La paix a un prix. C'est hommage de Carl Zéro à d'autres grands de la fausse pub et de la pub détournée. Tu es allé les voir 2 fois, je crois, hein, dans l'émission, mais puisqu'ils ne sont plus là, si vous voulez les retrouver, les nuls, la pub, ça vient de sortir dans toutes les bonnes maisons. Tiens, je t'en fais cadeau. Un pin, ça dedans? Avec pins, oui, en plus. C'est marqué. Attention, cette cassette ne contient pas de pins. Ah celle-là n'en contient pas. Merci. On parlera de politique et d'écologie tout à l'heure et de coup de gueule avec ton invité Christian Laborde. Un mot seulement. Quand tu acceptes de tourner dans le film de Berry avec Depardieu, Miu Miu, Terzieff, Carmet, Chico, c'est parce que c'est une autre façon de poursuivre ton combat personnel, germinal? C'est pour plein de raisons. C'est parce que c'est un challenge que j'ai envie de tenter. Un challenge parce que c'est le rôle principal, c'est pas une participation. Oui, c'est le rôle principal d'un film énorme, un budget énorme, un des plus grands réalisateurs français, entouré de monstres comme Depardieu, Miu Miu, Terzieff, Judith Henry,
Donc, après 2 ans de harcèlement de Berry, j'ai fini par céder. Oui. Enfin, t'avais fait combien de téléfilms avant? 4 ou 5. 4 ou 5 quand même, hein. Il y a longtemps, avant la chanson. Il y a longtemps, ouais. Il avait commencé comme acteur. Et surtout, c'est parce que le thème est formidable, quoi. Ça rejoint un peu le personnage. Berry a raison de penser que je lui ressemble et que... Tout le monde l'a lu à l'école, de toute façon. Utopiste comme lui, parfois. Ça va, PPD? Ça va, je me sens très concerné par le répertoire de Renaud, puisqu'il aime la banlieue, et que j'habite en banlieue, moi aussi, à Neuilly. Oui, à Neuilly, oui. Vous allez parler football, vous avez du beau monde ce soir? Oui, mais laisse béton, Philippe, c'est mon problème. Oui, il y a beaucoup à dire, je crois, sur le football ce soir. Dans un instant, les Guignols. En direct avec nous, le président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie. Ouais, bonhomme, c'est affreux, quoi, c'est l'horreur, Bernard, on dit que ce sont les enjeux financiers qui expliqueraient cette construction hâtive et peu sûre. On peut tout de même pas empêcher les dirigeants de vouloir faire plaisir aux gens, hein. Oui, enfin, c'était surtout pour faire 10 000 personnes de plus à 160 francs la place. Dis donc, bonhomme, tu vas pas venir cracher dans la soupe, hein? Qui c'est qui nous a balourdé 3 écrans de pub de 5 minutes à 40 patates l'unité, hein? Oula, je crois qu'on a un problème de liaison avec Bernard Tapie, alors je l'entends plus du tout, hein? Moi, je t'entends très bien. Et puis, qui c'est qui a été content de faire 39 audimat avec un vieux Colombo à 2 balles qui nous refilait pour la 20e fois, hein? Bon, on va s'arrêter là parce que j'entends plus rien, moi. Rien du tout. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est qui est responsable? Je crois que nous avons la municipalité de Bastia en ligne. Allô? Oui, c'est pas de notre faute. Voyez avec le club. Merci, alors j'ai le club en ligne. Allô? Mais c'est pas de notre faute, hein. Faut voir avec les fabricants de la tribune. Bien. Allô? Bonjour, vous êtes en communication avec le fabricant de la tribune. Ce n'est pas de notre faute, voyez avec la commission de sécurité. Très bien. Allô, la commission de sécurité, alors? Pas de notre faute, voyez avec la mairie. Allô? C'est pas de notre faute, voyez avec le club. Oula, je crois qu'on l'a déjà eu celui-là. Encore un coup de fil. Oui, c'est un imposte, c'est pas de ma faute, hein. Pour une fois, c'est vrai. C'est pour connaître les causes réelles du drame que je reçois le professeur Lemonnier. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, en tant que fondateur de l'ARSF, à votre avis, qui est le fautif? Le football a déjà fait plus de 1000 morts depuis la fin de la guerre. Aidez l'ARCF, aidez la recherche contre le football. Alors justement, professeur, aujourd'hui, où en est la recherche contre le football? Bien, vous savez, je dois bien avouer que depuis la découverte du virus par nos services en 1952, malheureusement, la maladie ne fait que progresser partout dans le monde. Pourriez-vous nous en rappeler les symptômes? Oui, alors au début, ça n'a rien de dangereux. C'est une simple affection du système cérébral qui vous fait lever les bras en criant devant votre téléviseur. Rien de grave. Mais si l'on n'y prend pas garde, on atteint vite le stade terminal de la maladie, avec ses symptômes terribles. Taches de couleur sur le visage, écharpe sur le reste du corps, et parfois même trompette dans les mains. Voilà, c'est grave, hein, et il n'y a rien à faire? Bien, à la Ligue, nous cherchons le vaccin depuis des années. En 1960, nous avions trouvé celui-là, qui a eu des résultats très encourageants chez le chimpanzé. Voilà, en 65, celui-ci. Associés, ils eurent des résultats très prometteurs chez l'asiatique, mais toujours pas chez l'homme. En 55, on croyait enfin tenir le vaccin idéal, celui-ci, mais bizarrement, il n'a d'effet que dans le sud-ouest. Et aujourd'hui, vous en êtes où, alors? Eh bien, après des années et des années de mise au point, nous avons trouvé ceci. Oh, un livre. Et ça marche? Pas du tout. Aucun résultat. Bien, docteur, merci. Sans transition, les restes de l'actualité. Depuis la guerre du Golfe, rien n'est comme avant chez les bûches. Même dans leur lutte contre les bactéries, ils doivent compter avec l'armée et sur ses commandos spécialement entraînés à la guerre d'embuscade. L'ennemi caché derrière les dents du fond n'a aucune chance face à de tels combattants, ouais. Après le fer à vapeur, voici le fer à voile. C'est bien sûr le commandant Cousteau qui est à l'origine de cette invention hautement technologique. Comme il faut être deux pour faire marcher cet appareil, le commandant a demandé à son ami Haroun Taziev de faire les essais avec lui. Ça demande sans doute encore un peu de mise au point, mais c'est très très prometteur. Pour combattre le grave problème de la sécheresse, Gérard Jugnot a son idée. Il a décidé de faire boire les nuages. Après 6 bières, aucun nuage ne peut se retenir de pleuvoir. Bravo Gérard et merci pour les gouttes. Voilà, l'actualité, effectivement, n'est pas que souriante, c'est aussi encore le football. Alors, sans transition, rejoignons Thierry et Jean-Michel en direct de Lisbonne pour la finale de Coupe d'Europe Monaco par exemple. Alors, ce match, ça promet.
C'est un événement historique, non? Historique. Un club français va peut-être enfin remporter une Coupe d'Europe. Voilà, voilà. Oui, historique. Bien voilà, je crois qu'on a tout dit. Allez, à ciao, bonsoir. Rien à ajouter? No comment. Tout était dit. Renaud, donc, avec nous. Cela dit, bon, ça me fait rire. C'est plus un drame de l'échafaudage qu'un drame du football proprement dit, quoi. Ça aurait pu arriver dans n'importe quelle manifestation, dès qu'on réunit les gens sur des... C'est vrai qu'il y a sûrement le désir de réunir le maximum de gens pour faire plaisir au maximum de gens, mais il y a sûrement aussi les intérêts économiques en jeu, genre faire la plus grosse recette possible, en fabriquant à la va-vite une tribune un peu trop fragile, quoi. Renaud est avec nous, donc, jusqu'à 8h30. Son invité dans un instant, c'est un autre gueulard, volontairement gueulard, pour défendre ses Pyrénées, ses ours, etc. Dans un instant, Bonaldi, ses pubs, la nouvelle pub Hitachi. Mais d'abord, Antoine. Tu n'es pas obligé de répondre, je te rappelle. Non, non. Renaud, vous avez dit « J'ai toujours été attiré par les simples d'esprit ». Est-ce la raison pour laquelle un jour vous avez accepté une interview avec Patrick Sabatier? Et avec d'autres aussi. Et d'autres. Vous avez dit « C'est une grande émotion de voir qu'on a réussi à transmettre aux gens un peu de bonheur, de révolte, d'amour et que les gens vous le rendent en allumant un briquet, en tapant du pied, en criant votre nom ». Qu'est-ce qui écrit? Patrick? Patrick? Bon. Il y a 3 ans, dans une interview, vous aviez dit « Quand je me regarde avec les cheveux longs, je me dis t'es moche, mais quand j'essaye mes cheveux en arrière, je me dis t'es immonde. » Et maintenant, quand vous vous voyez avec les cheveux courts, qu'est-ce que vous vous dites? T'es atroce? Je me regarde plus, j'ai dit. C'est fini. Vous regrettez d'avoir fait de la pub pour la bière après avoir réalisé que ça incitait les jeunes à boire. Est-ce que vous avez versé votre cachet à la lutte contre la cirrhose? Non. C'était il y a longtemps, en plus, hein. Ouais. Il paraît que vous vivez dans un hôtel particulier. Pourquoi il n'y avait plus de place à l'hôtel général? Ça, c'est un peu... Ça fait jamais rien sur l'hôtel. C'est vraiment très astucieux. Vous avez dit aussi « Je hais le monde du showbiz ». Du coup, vous ne fréquentez que des gens du showbiz qui le haïssent autant que vous? J'ai pas compris, là. Du coup, je fréquente les gens des showbiz. Je fréquente pas grand monde. On vous a proposé de jouer le fils de Gervaise dans Germinal que va tourner Claude Berry. À ce propos, vous avez déclaré « C'est un rôle en or ». Je doute que ça doit être très bien payé, mais pourquoi tant de cynisme? Enfin, vous avez dit le dimanche... Enfin, vous avez dit le dimanche, je vais pêcher dans l'Eure ou à Puteaux. Sinon, je reste avec ma belle. Et quand vous restez avec votre belle, est-ce que vous gardez votre gaule? Si j'osais, c'est la dernière. N'osez pas, Si j'osais, je dirais que ça fait quand même. Ça dure depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans. Donc tu vois que la Gaule doit pas être mauvais quand même. On peut l'enlever. Allez, rendez-vous à Puteaux. On fera un concours, Antoine. Dans un instant, Christian Laborde danse avec les ours. Prose ne ressemble pas au visage du romancier. Il faut dire que Régine Deforge l'avait ressorti ensuite. Elle avait ressorti au bout de 3 ans de combat en justice et nous sommes passés de la censure au best-seller. Bah oui, grâce à la censure. C'est-à-dire que je reconnais la valeur sponsor des juges. Ça s'appelle Los Dionysos. Alors, si tu l'as fait... C'est un très beau livre. Et c'est un très beau livre. Oui, à l'époque, je ne vais pas recommencer la pub. Hein, vraiment, Christian peut témoigner qu'on l'avait assez vanté. Car, alors, cette même plume, on la retrouve aujourd'hui. Mais avant, quand même, baissez un peu les mains tous les deux. Vous avez tous les deux le même pin, c'est quoi? C'est le pins de la souffrance, celui-là. C'est un pins de Jean-Philippe Casabonne, qui est un prisonnier d'opinion. En Espagne? Qui est en Espagne depuis 87 et qui a été arrêté, incarcéré parce qu'il avait l'intention d'accorder l'asile à des réfugiés politiques basques. Et pour cette intention, qui au demeurant l'honore, parce que le droit d'asile est une chose qui compte, eh bien Jean-Philippe purge une peine de 6 ans et 1 jour de prison. Et pour l'instant, M. Kouchner n'a toujours pas trouvé de caméra pour rendre visite à Jean-Philippe Casabonne dans le terrible pénitencier d'Herrera de la Manche. Voilà, là on retrouve bien votre style. Hein. Ah oui. Voilà, non, alors... Jean-Philippe Casabonne, qui plus est, qui est aujourd'hui libérable aux yeux de la justice espagnole, puisqu'il a purgé près de 5 ans de sa peine, et au bout des 2 tiers d'une peine purgée, les prisonniers peuvent être libérés.
Mais il suffirait donc d'un coup de fil de haut placé. En échange de Séville ou ça, mais il faudrait pour cela qu'il demande sa grâce, qu'il serait avouer sa culpabilité. Je comprends pas. On va revenir à Danse avec les sources, c'est Christian dans l'instant. Je comprends pas bien. Toi qui écris à tous les ministres, le dernier à ma connaissance. J'ai écrit au moins 10 lettres à 10 ministres et à un président pour intervenir pour la libération de notre compatriote. Et on a écrit ensemble d'ailleurs avec Renaud, donc moi, ainsi que Monseigneur Gaillot. C'est un prisonnier politique qui est soutenu par un chanteur, un écrivain et un évêque. Mais pour l'instant, le trio n'a pas réussi à arracher Casabonne à sa cellule. Alors que ta dernière lettre, c'était pour demander à Lalonde de démissionner carrément. Pas tout à fait. Il l'a fait avant que je poste la lettre. Oui. Donc, tu avais écrit avant, tu avais soumis l'idée quand même. C'était pas le premier. Tu n'as pas encore écrit à Bérégovoy pour qu'il démissionne. J'écris à beaucoup, c'est vrai. Oui, aux journalistes ou aux ministres. Oui, ou à Tonton. Mais c'est des gens qu'on a élus, on s'est reporté sur eux, on leur a accordé notre confiance. Après, il faut qu'ils nous défendent quand on est dans la merde et qu'ils défendent nos copains, quoi. Ouais. Alors là, c'est un verre que j'ai écrit à Tonton, bien sûr. Il m'avait invité à aller avec lui à Séville, à l'inauguration de l'expo. Ah, donc il t'en veut pas? Universel. Je lui ai dit, je ne peux pas y aller parce que je serai en tournée en Belgique, mais ramenez dans votre charter, si vous pouvez ramener Jean-Philippe Casabonne. Ah, tu as réécrit pour Séville? Parce qu'il était à Séville hier, hein. Ouais. Peut-être qu'il est dans le charter aujourd'hui, Casabonne. Enfin, le message est repassé une fois de plus. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que vous aviez tous les deux le même badge, alors que c'est pas pour ça que tu as invité Christian Laborde. Pas seulement. C'est aussi pour un combat pour les hommes aussi, mais pour la nature et pour les rivières, pour les truites, pour c'est ça, pour l'ours. C'est Danse avec les ours. Alors racontez, Christian. Alors c'est vrai que vous êtes pyrénéen, mais alors là-dedans, ça n'a rien à voir. Je veux dire, je suis pas un écologiste intégriste. Moi, je suis un homme de la ville. J'aime beaucoup la ville. J'aime les parkings. J'aime la lumière de la nuit dans la ville. Mais j'ai aussi une mémoire paysanne et je suis amoureux d'une vallée qui s'appelle la vallée d'Aspe et qui a deux caractéristiques. C'est d'être une vallée qui a été honorée par Fausto Coppi et les grands héros du Tour de France. C'est ensuite une vallée qui est le territoire naturel de l'ours brun des Pyrénées. Il reste 13 ours dans les Pyrénées. Et dans cette somptueuse vallée, une poignée de technocrates de Bruxelles... Non, technocrates. Technocrates de Bruxelles et de technocrates locaux donc, ont décidé de faire passer une autoroute. C'est-à-dire que cette vallée qui est étroite va devenir un véritable ampli dans le tympan de l'ours. Or, l'ennemi numéro 1 de l'ours, c'est le bruit. Or, on sait qu'on peut sauver les ours des Pyrénées avec un peu de silence. Et les ours et les hommes, parce que le silence, tout le monde le goûte. Simplement, avec 1000 camions par jour, grâce à cette autoroute, il est évident que ça n'est fini de l'ours, ça n'est fini des truites, du desman et du gypaète barbu, qui est un oiseau qui a une barbichette comme celle de Charles-Élie Couture. Il y a un oiseau en France qui ressemble à Charles-Élie Couture et il va disparaître à cause des technocrates et des technocrottes. D'où le pamphlet. Et des boniches du béton. Et des boniches du béton. Il y a tout le lobby routier, n'est-ce pas? Parce qu'attention, soyons précis, moi je suis pour la communication, je suis un homme d'aujourd'hui. Je suis pour que l'on relie Bordeaux à Saragosse, mais pas aux dépens de la terre, aux dépens d'une vallée somptueuse. Et précisément là, il y avait une vallée très protégée, qui avait une faune très riche, qui vivait d'un tourisme de moyenne montagne. Et on va mettre là des tonnes de béton. Et alors, comme il y a une vallée étroite, il y a un homme qui se bat, qui s'appelle Éric Pettetin, qui se balade avec une plume d'indienne dans les cheveux et qui tourne un western là-bas, et bien à l'heure où je parle, Éric Pettetin est lui aussi incarcéré à la maison d'arrêt de Pau parce qu'il se couche sur la route pour empêcher empêcher les bétonneuses de passer, et la conséquence, on l'enferme. Béton et répression, ça rime. Mais vous, le très sérieux professeur, l'écrivain à succès, vous vous en donnez à cœur. Je vois, vous êtes d'une violence verbale, une méchanceté. Le pamphlet, c'est un texte court et violent. 70 pages. Je crois qu'il faut être extrêmement dur avec ceux qui sont responsables de l'assassinat des ours. Et à la fin du livre, j'invite les ours à se révolter et attaquer les élus politiques. Comme professeur, vous allez être obligé d'aller leur apprendre à lire. Comment? Aux ours, oui. Mais de toutes les façons, les ours ont mon soutien, ils ont celui de Pettetin, nous sommes quelques-uns, et nous arrêterons les bétonneuses, parce que nous préférons les ours au béton. Enfin, d'autant qu'il y a une solution alternative sublime, que c'est de réhabiliter la ligne de chemin de fer. Il y a un train somptueux. Oui, il faudrait probablement faire passer l'autoroute. Vous le dites bien qu'elle pourrait passer. Attention, il faut faire dans les Pyrénées ce que l'on fait dans les Alpes maintenant. C'est les voitures, oui, mais les camions sur des wagons surbaissés, ça s'appelle le ferroutage. On monte le camion sur le train surbaissé à l'entrée de la vallée et il ressort de l'autre côté et il passe proprement et silencieusement. Au-delà de votre humour, de la plume de l'Indien, des cours de lecture donnés aux ours, c'est un bouquin extrêmement sérieux, très violent.
En plus, très drôle à lire. Violent, il faut. Hein. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Ça s'appelle Coup de gueule. Christian Laborde. Merci à Renaud de vous avoir donné la parole. Dans son combat. Danse avec les ours, dans la collection Coup de gueule. Danse avec les ours. Tout le monde l'a vu en plus, à l'image. Ah, super. Carl Zéro. L'opposition est exaspérée mais n'ose pas vraiment le dire. La gauche, qui monopolise le devant de la scène politique avec ses affaires qu'elle mène tambour battant, donne l'impression que la droite n'a jamais rien fait. Et pourtant, souvenez-vous. Avez-vous toujours les diamants? Avez-vous encore du sang non chauffé? Et qu'est-ce qui me prouve que vous avez les diamants? Et qu'est-ce qui me prouve que vous avez du sang non chauffé? Il ne sera pas réélu de sitôt. Il ne va pas rester président longtemps. Qu'ont fait les politiques pour vous aujourd'hui? C'était le petit hommage à Renaud au passage de M. Carl Zéro, qu'on retrouvera demain à Cannes parce qu'il nous a précédé à Cannes. Il est déjà au festival. Jérôme. Voici une brochette d'une banalité déconcertante comme il existe des milliards de brochettes. Et voilà un imbécile qui se prépare à faire cuire les brochettes. Et vous allez manger des brochettes qui sont trop cuites d'un côté, cramées et crues de l'autre. Parce que moi je voudrais que ça cuise un peu par là et pof, ça descend. Toujours. Alors... Heureusement est arrivé Jean-Noël Coutan. 50 ans, habite à Biarritz. Au concours Lépine, il a inventé le truc génial. Regardez, je rajoute ça à ma brochette ordinaire. Je le mets bien comme ça. Je le mets comme ceci, ici, j'appuie sur le petit moteur, là, et ça marche. Ça tourne, et là, ça cuit délicatement. Ça garde le jus, la viande est bonne derrière. Et vous savez que ça, c'est beaucoup plus perfectionné, puis ça fait tourner toutes les brochettes en même temps. Mais il y a plein de gens qui vont penser en regardant ça, il y a 50 ans, il y avait des mécanismes qu'on remontait comme de l'horlogerie. Oui, mais il y a 50 ans, il n'y avait pas le petit système des barbecues. Regardez, imaginez par exemple que j'ai mal proportionné mes brochettes. Et que là, par exemple, ça cogne, ça coince. Regardez, lorsque j'appuie dessus, avec le petit mécanisme, celle-là, elle se monte et donc elle se débraye, et les autres continuent à tourner, elles. C'est quand même formidable. On se demande comment on a pu vivre sans ça. Ben je me demande. Mais jusqu'ici, il n'y avait quasiment pas de brochette. Le type qui a inventé ça... J'espère que c'est pas du beefsteak d'ours. Non. Parce que là, on a été engueulé. Désespérément, quelqu'un qui va pouvoir fabriquer ça 30 Il est au concours Lépine. Il est au concours Lépine à la Foire de Paris. Il faut que vous y alliez. Et attendez, on peut faire plein de choses. On peut le mettre comme ça, vertical. On peut le mettre vertical. On peut le mettre vertical aussi. Et sur Sorgue, là, il vous faut les brochettes maintenant. C'est quand même... Engagez-le, il cherche du travail. Il est ingénieur électronicien. Il travaille dans les cours en fait, dans la télévision. C'est passionnant. 3615, il cherche donc un fabricant, un distributeur. C'est simple, comme la vis Archimède. D'ailleurs, c'est une vis Archimède. Est-ce que vous connaissez un acteur qui s'appelle... C'est bien. C'est bien. Ça a l'air de chambrer, mais c'est... Ah. Est-ce que vous connaissez un acteur qui s'appelle Peter Graves? Non. Vous le connaissez. Vous ne pouvez pas ne pas le connaître. Ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Il interprète très souvent le rôle de Monsieur Phelps. Ah. Monsieur Phelps. Non? Attendez, j'ai perdu l'air maintenant. Je vais vous chanter un tiers. C'est quoi l'air? Rappelez-moi. Je peux pas, moi je sais pas chanter. Vous savez pas chanter? C'est lui le chanteur. Je sais pas non plus. Eh, regarde. C'est l'air de Mission Impossible. Je me rappelle plus de l'air. Ça y est, je l'ai perdu. Eh ben, Peter Graves, acteur, fait de la pub en France après. Ça c'est Mission Impossible. Après les envahisseurs, il fait la pub pour Hitachi. Regardez, ça sort la semaine prochaine. C'est drôlement troublé le chanteur. Oui, petit bijou, pardon. Bonjour, monsieur Phelps. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consistera à identifier. Ah oui, ça, c'est bien. la bonne pub. C'est RSCG qui fait ça. Alors, et maintenant, vous pouvez la chanter. J'ai 3 lampes de poche à vous proposer. Oui. Alors ça, c'est vachement bien. C'est une lampe de poche qui marche la nuit. Elle est formidable parce que... Oui, parce que la lampe de poche qui marche de jour, ça, c'est sûr que... J'en ai une qui marche de jour également. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pile, il y a des accus à l'intérieur. Les accus, je peux les charger sur le 220 ou le 110, le 50 ou le 60 Hz dans tous les pays du monde. Si vous n'avez pas de prise, vous avez au moins une voiture, je peux la brancher sur l'allume-cigare.
Ah, c'est vrai. Elle était montée, paf paf, regardez. C'est au concours Lépine ou ça existe déjà? Non, non, ça c'est un type qui cherche un fabricant, c'est la société Siguret qui cherche des revendeurs, pardon. Et là, regardez, avec la fonction loupe, la nuit, dans la voiture, je peux lire comme ça la carte. Fonction loupe, c'est pas mal, ça vous plaît? C'est bien. C'est bien. Non, c'est bien. Je vous la vends? J'avais le sentiment que ça existait au moins depuis 10 ans. Eh ben non. Les lampes parce électriques qui se recherchent sur les 220. Mais... Et sur les accus? Et sur la cigare? Ah oui, ça c'est mieux quand même. Je vous la offre. Cadeau, allez. 200, allez, 150 francs. Celle-ci. Elle n'est pas trop tout ça, c'est sur le 3615. Il cherche distributeur. Cherche des revendeurs. Ça, c'est une lampe que vous pouvez mettre comme ça, dans l'escalier, etc. Hein, il y a des piles et on peut la brancher également avec un transformateur. La nuit, pas éclairée. Dès que quelqu'un passe devant, pouf, elle se met en marche. On peut éteindre la lumière, elle éclaire vachement bien. Merci, elle dit, regardez comme elle éclaire bien. Et le jour, ça marche pas. Elle se met en marche toute seule. Tout seul. Dès que quelqu'un passe là devant le petit senseur, pouf, ça s'allume. Et ça sert à quoi? Mais ça sert à pas avoir peur la nuit et à pas tomber dans les marches de l'escalier. Ça éclaire automatiquement. Ça éclaire automatiquement. Pas bête. Pas convaincu? Ça marche. Non, c'est pas pour faire fuir les rôdeurs. Ah, ça peut servir aussi à faire fuir les rôdeurs. Dès qu'ils approchent, la nuit, pouf, ça s'allume. Et ils disent, oulala, il y a souvent un système d'alarme. Fuir les petits voleurs? Non, c'est pour savoir la fonction. C'est Hitachi qui fabrique ça, toujours fabriqué par Séguret, enfin revendu par Séguret, 250 Non, c'est la journée Hitachi, vous êtes payé aujourd'hui. C'est la journée des lampes de poche. Ça, c'est la lampe de poche pour votre voiture. Et ça, très souvent dans les voitures, il n'y a pas d'éclairage à l'intérieur. Alors ça, vous le mettez sur le pare-soleil. Qu'est-ce que t'as comme voiture, ça? C'est plus une voiture, c'est une gigantesque éclairage à l'intérieur des voitures. Et ben quelquefois c'est pas suffisant. Ah, ouais. Ou alors attendez, parce qu'il y a un petit truc en plus, c'est que de loin, où est-ce qu'elle est ma voiture dans le parking ou la nuit? Avec mon petit remote control là, qui est accroché avec mon porte-clés, je fais tuc tuc et ça s'allume automatiquement. Pas mal. Je regarde tout de suite comme ça s'il y a quelqu'un qui rentre dans ma voiture. Et si, où est ma voiture? Il y a quand même plein de voitures aujourd'hui où, de la même façon, la sécurité se fait, la fermeture des portes, et en même temps que ça se rouvre, ça allume. Oui, mais d'autres modèles, il n'y a pas ça et ça se branche sur l'allume-cigare. C'est une B12 de 1927 qu'il a, et c'est vrai que ça va la motoriser génialement. Vérifiez bien que le remote control marche, parce que moi je l'ai cassé, il marche déjà. Tout ça est sur le 3615. Bonne Entendre bien. S'il vous plaît. Là, ils vous ont pas raté. Hein. Ils vous ont pas raté. Oui. Salut Séchant. Salut. Moi c'est Didier. Didier l'embrouille. Séchant, j'ai entendu marchand de cailloux. Ma vie a changé, hein. Eh ouais, marchand de tendresse, marchand de liberté, quand c'est qui passe, et tout le tout team. On fait une chanson qui pose les vraies questions, hein. Tatatin. Une révélation, ça a été. Un chemin de Damas. Du coup, j'ai changé de look. Eh ouais, avant, j'étais fan de Dick. Un mec disait du mal de Dick, j'ai cassé sa tête. Quoi? S'il y a des tapettes dans le public, ça va chier, hein? D'accord? Que là, maintenant, je suis mort fan de ta humour. Ouais. Un mec balance sur ta, genre zonard caviar, poule beau d'opérette, j'y casse sa tête. Ah. Donc aujourd'hui, je vais voir Dick pour rompre. Bah ouais. J'ai dit, Dick, est-ce que tu le sais? Il me dit non. J'ai dit, ouais, bah faut que tu le cherches. Je suis devenu le plus grand fan de Renault du monde. Il me dit, Renault, c'est un faux voyou. J'ai dit, comme si t'étais un vrai ricain, hein. Hein? N'empêche, je t'ai tiraillé. Tempête sous un crâne. Normalement, un mec dit ça, j'y casse sa tête. Sauf là, le mec s'est dit, j'ai quand même pas cassé sa tête à Dick, hein? Je te dis pas le Dylan. Cornélien. Dick, il dit, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Renaud? J'ai dit, des messages. Les seuls messages que t'as, c'est les 40 par jour que tu laisses sur mon répondeur. Il me dit, tu sais comment c'est que je l'appelle, moi? Renaud? Renaud, c'est chiant. Oh, putain. Oh, tatatin. Il avait passé les bornes du pont du Rubicon, là, l'enculé. J'ai dû faire un choix. Douloureux, hein. Merde. Ok, là, tu vois ma gueule. Mais je t'ai fait un polette, c'est la Dick. Regarde. Regarde. C'est lui maintenant, ça. Faut qu'il appelle Mondial Moquette, hein. Qu'il vienne lui en poser une neuve. Bon, déjà, ça te prouve, comme je suis mort fan de toi, humour encore.
Ben, je l'ai refait, t'as des tapettes qui n'avaient pas compris la première fois. Hein? Ouais, et une troisième, tu vas être pour ta gueule, tu vas voir. Et pour te donner une autre preuve, je t'ai trouvé de marchand de liberté, et pour marchand de tendresse, t'es assez grand pour aller au bois tout seul, mais je t'ai dégoté un marchand de cailloux. Regarde, allez viens. Cailloux. Cailloux. Allez, viens là. Un marchand de cailloux. Fais voir ça. Qu'est-ce que c'est ça, quoi? Oh, dis donc. Ouais, c'est les pauvres pour ta pète, ça. Regarde. Je lui demande des caillasses, il ramène des bons mecs. Cailloux? Ouais, oui. Ouais, tu crois peut-être qu'on va changer le monde avec des sucreries, non? Oh. Tu gardes ta confiserie pour les gnards. Tiens, là, t'en as un. Regarde, le petit avec des grandes oreilles, là. Tu fileras un berlingot à sucer aussi. Je sais qu'il adore ça. Oui. C'est pas vrai? Ouais. Sauf je te montre ce que c'est un vrai parfum, d'accord? Tu vois tes petites caillasses là? Donne ça au tapette, hein? Et regarde ce que c'est un parfum, t'es prêt? Allez, allez! T'as compris? Tu l'as? T'as compris? Et toi? T'as compris, Renaud? Hein? Ouais, j'ai compris, ouais. Alors fini Didier l'embrouille. À partir de maintenant, faut m'appeler Peugeot. Peugeot le libertaire. Attention les tapettes là. Peugeot le libertaire. Ça, t'es chanteur énervant. Et moi, je suis fan casse-couille. On va changer le monde. Ta-ta-ta. Voilà, je suis pas sûr qu'au Casino de Paris, vous acceptent dans cette tenue-là. Si, entrée libre, c'est à partir du 11, c'est-à-dire de la semaine prochaine, à partir du 11 mai, et on lui souhaite jusqu'à la fin juin, si le petit tient. Demain, nous recevrons Gérard Brache, c'est le scénariste de Claude Berry, tiens, entre autres, Jean de Florette, et Manon Dessources, c'est le scénariste de Polanski aussi, de Jean-Jacques Hano, La guerre du feu, Le nom de la rose, etc. L'ours, Gérard Brache, un personnage étonnant que vous découvrirez demain. Bonne soirée à tous, justement, on va parler de cinéma avec le journal du cinéma, Michel Denisot, dans un instant. Merci à Renaud d'être venu. L'Empire Casino.